Thierry, je me tourne vers vous maintenant. Alors on parlait mutation et digitalisation du secteur de l'immobilier, peut-être en préambule pour le secteur agricole, où on en est justement de la digitalisation, quelques... Oui, j'ai les slides, hein, tout est là. Ça arrive. Bonjour à tous. Avant de présenter les chiffres et puis de parler de cas d'usage dans le monde agricole, je voulais quand même adresser un message particulier aux équipes d'AgData Hub, au nom de toute la profession agricole qui vivent un moment difficile et qui représentait pourtant, et qui représente toujours d'ailleurs un espoir, un grand espoir pour les agriculteurs, d'avoir un outil qui permette de sécuriser la propriété des données et tout ce que ça représente en matière de souveraineté alimentaire dont on parle depuis quelque temps, et particulièrement depuis le mois de janvier dernier où on a commencé à se mobiliser, et plus récemment on se remobilise, notamment dans le cadre du Mercosur, avec tous les enjeux que ça représente pour la souveraineté et les enjeux géopolitiques pour notre pays. Voilà, donc ça c'était les propos liminaires. Maintenant, pour parler d'agriculture, je suis agriculteur d'abord, je suis aussi élu à la FNSEA en charge de toute la dimension numérique de notre métier. J'ai un parcours, en fait, j'ai créé une start-up, j'ai participé à la fondation de la Ferme Digitale, qui est une association de start-up. Donc en fait, je viens aussi de ce monde quand même de la donnée ou du numérique. Et c'est aussi pour ça que notre président comptait sur moi pour aider aussi la profession, en tant qu'élu, à progresser sur ces sujets-là. L'agriculture française, c'est 400 000 fermes, exploitations agricoles, à interconnecter avec 85 000 partenaires, aussi bien en amont, des distributeurs de matériel agricole, des concessionnaires, des coopératives, ou en aval, où on retrouve les mêmes coopératives, où on retrouve des filières industrielles. Voilà. Alors, par quoi ça se manifeste ? Peut-être un mot, c'est traçabilité. C'est le gros enjeu en fait de nos exploitations et de la qualité de nos productions, c'est d'arriver à tracer un épi de blé, ou en tout cas un kilo de farine ou une baguette de pain, d'où elle vient, comment on l'a produite, et pourquoi elle est de si bonne qualité, et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on voit bien que le consommateur, et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur les fake news, c'est que le consommateur a besoin d'être rassuré. Et comment rassurer un consommateur et de garantir à la fois aussi la souveraineté des données ? Eh ben, c'est grâce aux intermédiaires de données et grâce à la mise en œuvre du Data Act et de tout ce que ça représente, notamment pour les données professionnelles. Je vais prendre un exemple sur notamment la géopolitique, parce que moi c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Vous savez qu'on a un constructeur de matériel agricole qui s'appelle John Deere. John Deere, il y a des tracteurs John Deere dans quasiment toutes les fermes aujourd'hui. Ces tracteurs sont connectés. Il y a une petite puce qui envoie des données dans le cloud. Ces données sont captées par le constructeur, à vocation normalement de donner des informations à l'utilisateur du tracteur. Mais en réalité, imaginez, vous êtes le 15 octobre. Vous avez une info qui arrive qui vous dit que vous avez un tracteur qui roule à 5,5 km/h à peu près à tel endroit, et qui fait un parcours. Bon. Et bien cette donnée-là peut être suffisante pour qu'aux États-Unis, John Deere arrive à communiquer avec son gouvernement pour lui dire qu'en France, comme il y a 300 000 tracteurs qui sont en train de rouler à 4,5 km/h, il y a tant d'hectares de blé qui ont été semés dans cette journée. Parce que le 15 octobre, quand il y a un tracteur qui roule à 5,5 km/h, je peux vous garantir qu'il est en train de semer du blé. Vous voyez, en fait, donc il suffit de pas grand-chose pour que la souveraineté des données devienne fondamentale. Et ça, c'est notre enjeu, nous, en tant qu'agriculteurs. On est producteurs de blé, mais on est producteurs de données. Et ces données ont une importance capitale pour assurer la pérennité de notre métier, mais aussi pour notre État, pour vous qui êtes consommateurs, quand vous allez faire vos courses dans un supermarché. Parce que si demain, et c'est les enjeux du Mercosur, on n'arrive pas à contrôler en fait cette souveraineté agricole, et ben en fait
les producteurs brésiliens importeront pas 100 000, 200 000, mais 4 millions de tonnes de poulet, on ne mangera plus que du poulet brésilien nourri aux hormones, etc., etc. En fait, tout ça, et s'il y a une guerre, je ne parle même pas de ce scénario-là, on sera complètement dépendant de gens. Voilà. Donc vous voyez les enjeux que ça représente. Ça, il faut vraiment en être conscient. On voit bien, hein, moi j'ai passé la nuit, pas cette nuit dernière, mais celle d'avant, sur le pont à Villacoublay pour interpeller notre président sur cette importance-là. On voit bien, quand les gens passent en voiture, pourtant on les enquiquine un petit peu quand même, qu'on a un vrai soutien de la population sur ces sujets, parce qu'ils comprennent bien en fait ce que ça représente. Donc voilà, pour revenir un peu à nos fondamentaux, mais ça plante un peu quand même le décor de ce que représente l'intermédiation de données. Vous avez eu le temps de lire en même temps ce qu'il y a sur la slide, pendant que je donnais des éléments de contexte. Et je pense qu'on peut passer à l'étape d'après sur des cas d'usage. Alors, je me fais un peu le porte-parole d'AgData Hub, hein, parce que ce sont des outils qu'ils ont créés. Ça me permet aussi d'interpeller, en espérant qu'ils nous entendent, les gens qui sont dans les organes d'État, pour rappeler en fait ce que représentent les enjeux en fait du financement de ces structures, du financement de l'intermédiation de données, et pourquoi on doit le faire, pourquoi ça a une importance fondamentale. AgData Hub a mis en place un outil qui s'appelle le portefeuille électronique, et il faut savoir que depuis le mois de janvier, quand on était en manifestation, parmi nos demandes, qui étaient nombreuses, hein, il y en avait beaucoup, mais il y avait quelque chose qui revenait beaucoup, c'était la simplification. Parce que l'agriculteur, il a beau générer beaucoup de données, son métier, c'est de produire. Voilà. Juste un chiffre, mais aujourd'hui, un agriculteur, il a 10 fois plus de personnes, je parle au niveau des fonctionnaires, qui lui tournent autour qu'il y a 30 ans. Parce qu'on a beaucoup moins d'agriculteurs et beaucoup plus de fonctionnaires. Donc en fait, ça veut dire que tous les fonctionnaires demandent de plus en plus, enfin, ou tout ce qui tourne autour demande de plus en plus d'informations. Et comme il n'y a pas de système qui facilite ça, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on demande, eh ben, on doit donner non seulement de plus en plus d'informations, et à de plus en plus de gens. Et tout ça, ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Merci. donc en fait, la simplification, c'était une demande importante de la profession. Si on ne veut pas nous donner plus d'aide, au moins qu'on nous simplifie un peu la vie. Le portefeuille numérique permettait en fait d'accélérer parce que c'est le cas aujourd'hui, permet d'accélérer ça. Parce qu'on va pouvoir créer un identifiant unique d'une exploitation agricole, qui est différent d'un identifiant unique pour une personne physique, parce qu'on est sur une entité morale. Donc en fait, ça demande d'interconnecter aussi les services de GatePI, avec ProConnect par exemple, pour pouvoir créer un identifiant unique. Et cet identifiant unique permet en fait d'aller s'interconnecter avec tous les dispositifs. Alors tout à l'heure, vous en avez parlé, ça va être l'URSSAF, etc. Alors, nous, ça va être la MSA, ça va être les services de Télépac, de l'ASP pour les services de paiement de l'État, mais pas que. On va interconnecter les laboratoires, on peut interconnecter en fait les 85 000 personnes qui tournent autour des 400 000 exploitations. Et ça fait beaucoup. Donc je pense qu'on peut passer à la slide après. Et je vais prendre un exemple concret qui est celui de la filière bas carbone. Vous savez qu'en France, on produit du carburant, du biocarburant, qui est important parce que c'est quelque chose qui se renouvelle et qu'en plus permet de capter du carbone. Donc c'est plutôt bien d'avoir ces filières biocarburants et qui sont plutôt bien pour l'environnement et pour beaucoup de choses. On a en fait les filières agricoles et les associations spécialisées ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir créer une prime bas carbone. Parce que l'objectif, c'est de dire, et d'ailleurs les gens, le grand public disait attention, c'est bien, vous produisez du biocarburant, mais vous utilisez du carbone, vous émettez du carbone pour produire ces biocarburants. Donc c'est bien, mais c'est pas bien. Donc en fait, ils ont travaillé pour dire, ok, on peut mettre en place une prime bas carbone pour produire du carburant et forcer les agriculteurs à produire du carburant qui est bas carbone.
Et pour les inciter à ça, on va leur donner une prime. Sauf qu'en fait, pour donner cette prime, les modèles de calcul qui permettent d'émettre cette prime sont très complexes et demandent beaucoup de données. Et on en arrivait à un truc où en fait, quand la prime qu'obtenait l'agriculteur lui coûtait plus cher à produire que de la toucher. Et là, en fait, on avait touché le bout du système. Donc en fait, grâce à ces outils d'intermédiation et d'agrégation des données, on va pouvoir connecter le logiciel de l'exploitation, le laboratoire, les données du laboratoire, les données de Télépac, etc. Et ça, en appuyant sur un bouton comme vous le faites chez vous, en fait, on arrive à générer, quand on l'a fait une fois, une année, en fait, on le fait automatiquement tous les ans. Et ça génère automatiquement la prime bas carbone, qui représente, c'est pas beaucoup d'euros à la tonne, c'est très faible. Mais en fait, si vous avez qu'à appuyer sur un bouton et que vous faites bien le job, autant la toucher. Voilà. Et qu'elle vous ait rien coûté à produire. Donc voilà les enjeux, la simplification, la souveraineté des données et la souveraineté alimentaire derrière, les enjeux géopolitiques, etc. Moi, j'interpelle souvent le gouvernement, les ministères, sur ce sujet-là, qui est de dire, attention, la France a besoin d'avoir une maîtrise de sa souveraineté alimentaire par le biais de la donnée, par rapport à nos concurrents, qui, eux, ont très bien compris comment ça fonctionnait. Et je suis le premier à demander, par exemple, à ce qu'on ait un leader européen dans le machinisme agricole, parce que la donnée provient beaucoup du matériel agricole, pour pouvoir capter et récupérer au niveau européen ces données agricoles qui sont d'un enjeu fondamental pour la stabilité, et même pour la stabilité mondiale, parce qu'on sait que l'Europe a un pouvoir fort de pouvoir stabiliser le monde. Voilà. Merci pour ces